montrer certaines, pas toutes les opportunités, mais certaines opportunités offertes par cette stratégie et ce positionnement du Maroc comme hub logistique. Aujourd'hui, le Maroc devient de manière confirmée déjà un hub maritime bien établi avec Tangemed et sa connectivité qui est l'une des meilleures, sa connectivité maritime qui est l'une des meilleures dans la région, notamment vers l'Afrique de l'Ouest, mais également un réel potentiel pour développer un hub de cargo aérien, de fret aérien, ce qui est déjà le cas pour le trafic passager aérien, mais également il y a un potentiel très important sur le cargo aérien. Mais en liaison avec le maritime et plus spécifiquement le développement des ports secs, il y a des opportunités très importantes, notamment à travers la massification des flux import-export, ce qui permet de mieux négocier l'achat de la logistique internationale et donc des services maritimes. Aujourd'hui, une des difficultés que connaissent les opérateurs pour la logistique internationale, c'est la fragmentation de la demande. Le tissu exportateur marocain est majoritairement composé de PME, à part quelques grands clients qui n'ont pas de problème logistique. Et les petites PME ont des soucis à acheter bien leur logistique. Et donc, le développement de ces ports secs, le développement de certains métiers comme le freight forwarding qui est dans sa forme moderne et performante et relativement naissant au Maroc, sont des opportunités importantes qui permettent de développer mieux cette intégration entre le terrestre, la logistique terrestre et la logistique internationale maritime. Également, la mise en place de solutions multimodales et de services door-to-door, porte-à-porte, et le développement de ce que les Européens appellent les autoroutes de la mer, ce qui est similaire, sont des opportunités très importantes parmi tant d'autres pour que le Maroc justement se repositionne et reconquiert cette position centrale dans les échanges nord-sud et est-ouest. Et la carte qui a été présentée par le professeur Sini me rappelle à quel point parfois, lorsqu'on perd un acquis historique, il faut fournir tellement d'efforts pour le reconquérir. Les stratégies qui sont développées au Maroc sont là pour ça, sont là pour un Maroc plus intégré dans son environnement régional, dans l'environnement mondial et plus, partenaire, plus performant et différents partenaires dans la région. Je vous remercie pour votre attention. D'avoir fait un exposé clair et très ciblé concernant la logistique. Nous avons retenu particulièrement le développement de la stratégie logistique au Maroc à travers la construction de ports et surtout, ce qui est important, l'évolution du Maroc actuel qui a abouti à la constitution d'un hub logistique maritime avec évidemment toutes les possibilités de développement à la fois au niveau du commerce international, mais aussi au niveau de la logistique elle-même. Je voudrais maintenant donner la parole à Monsieur Maui. Je voudrais rappeler qu'il a été lauréat de l'école Mohammedia des ingénieurs et qu'il est actuellement directeur des ports et domaines publics maritimes au ministère de l'Équipement et l'équipement des transports. Je lui donne la parole puisque nous sommes au cœur de la problématique de ces journées. Il s'agit évidemment de voir comment se développe le domaine public maritime. Merci. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général,
honorables invités, mesdames et messieurs. Donc la présentation que je vais vous exposer. Là, tout d'abord, avant d'entamer ma présentation, en fait, je souhaite remercier les organisateurs de m'avoir donné l'occasion de partager avec vous autour d'une expérience, autour de 2 grands chantiers mis en œuvre par le ministère de l'Équipement et du Transport, donc qui font l'objet de ma présentation. Et comme son nom l'indique, donc le premier chantier porte sur la stratégie portuaire nationale à l'horizon 2030, qui est rentré en application, donc qui a démarré depuis 2013, puisqu'il a été validé par Sa Majesté fin 2012. Donc chantier stratégique qui est rentré donc en phase de réalisation. Il y a un deuxième chantier stratégique, lui aussi, qui est un chantier émergent, la valorisation du domaine public maritime. La raison pour laquelle j'ai choisi ces 2 sujets, en fait, outre l'intérêt, outre le fait que, si besoin est, il montre bien que le Maroc a décidé d'enclencher une politique volontariste, donc comme l'a dit Monsieur le ministre hier, donc de tourner maintenant la face à la mer, au lieu de lui avoir tourné le dos il y a quelques années. Et la deuxième raison, c'est que c'est des chantiers qui sont mis en œuvre par la direction que je manage, puisqu'il s'appelle elle-même, vous le devinez, direction des ports, oui, mais aussi du domaine public maritime. Alors, le plan de la présentation est le suivant, donc 5 phases. Donc le patrimoine portuaire marocain, donc déjà situé, où est-ce que nous en sommes, à la veille du lancement de la stratégie nationale, de sa préparation. Ne dit-on pas que celui qui ne sait où il vient ne saura jamais où il va. Puis je partagerai avec vous autour donc, de la méthodologie qui a été adoptée pour élaborer cette stratégie, de sa consistance, et puis de son état d'avancement 2 ans après sa mise en œuvre. Et puis, j'aborderai dans la 4e station donc les principaux chantiers ou les principales actions entreprises pour la valorisation du domaine public maritime avant de conclure. Donc, comme patrimoine portuaire, donc, voilà, le Maroc dispose actuellement, ou à la veille de la stratégie nationale, de 38 ports. Le littoral marocain, c'est 3500 km. Il y a une petite polémique. Est-ce que le Maroc dispose de 2 façades maritimes ou de 3? Moi, je dirais personnellement 3, puisque ça dépend un peu de la nature de la mer qui nous côtoie, la Méditerranée, l'Atlantique, mais aussi le détroit. Donc, à chacun de choisir, mais oui, il y a 2 qui sont plus en linéaire plus importante, mais le détroit aussi, de par son rôle stratégique aussi, est très important à citer. Personnellement, je retiendrai 3. Les ports marocains donc, se répartissent comme suit: 13 ports de commerce, 10 ports de pêche à vocation régionale, et puis 9 ports de pêche à vocation locale. Et puis 6 ports de plaisance. Ça montre bien que le Maroc commence à s'intéresser aussi à la plaisance. Donc il y a déjà 6 ports donc, dédiés à la plaisance qui sont déjà mis en place. S'agissant donc des données sur le trafic traité au niveau des ports de commerce, je souhaite partager avec vous ces quelques chiffres. Donc le volume de trafic enregistré en 2013 était de 100 millions de tonnes, 4,2 millions de passagers ont transité par les ports marocains, dont 385 000 croisiéristes. C'était à peu près 450 pour les croisiéristes en 2012, ça a chuté en 2013, mais on constate une nette reprise en 2014. 1,2 million de tonnes de produits de pêche sont débarqués dans les ports marocains et avec plus de 24 000 escales de navires. Vous avez là aussi un camembert qui vous montre un peu l'importance, puisqu'il n'est pas le rôle de chacun des ports dont dispose le pays pour traiter ce trafic-là. Et vous notez avec moi que Casablanca, Jorf et Mohammedia, qui sont situés dans le pôle portuaire, système portuaire central, donc traitent quelque chose comme 70% du trafic portuaire. Je ne sais pas, ça n'avance pas. Alors,
pour le trafic conteneur, je souhaite aussi partager quelques chiffres avec vous pour situer un peu le niveau d'activité au niveau du royaume. Bon, pour le trafic domestique, il est d'1 million d'unités EVP, une progression de 1,5% par rapport à 2012, ça c'est le chiffre 2013 par rapport à 2012. Pour les EVP, voilà, les conteneurs transportés, donc c'est à peu près 2,5 millions de conteneurs. Ce qui est notable, c'est surtout l'augmentation par rapport à 2012 qui est de 41%. Et vous avez aussi là la répartition du trafic conteneur par rapport aux ports nationaux. Et vous constatez avec moi que Tanger-Med a la part du lion du fait du transport, du traitement de ces conteneurs. Alors revenons maintenant à la stratégie nationale. Un des éléments aussi, un des inputs principaux qui ont été le soubassement de l'élaboration de cette stratégie, c'est le diagnostic externe, un peu pour essayer de voir comment se présente le trafic maritime au niveau international. Donc quelques chiffres qui ont été à la base de la construction de notre stratégie. Donc 90% des échanges commerciaux internationaux sont maritimes. Donc ça rejoint un peu ce qui a été dit hier. Et le trafic maritime restera le principal moyen de transport et d'échange de marchandises, de biens. 7,5 milliards de tonnes de marchandises correspondent donc à ce trafic-là. 17 millions de croisiéristes naviguent à travers les océans et les mers, dont 30% sont européens, c'est-à-dire à proximité du Maroc. Ce qui est important aussi, vous voyez là en bleu les principales lignes maritimes, et vous constatez avec moi que le Maroc a une position géostratégique au croisement des grandes lignes maritimes, la ligne Est-Ouest et les lignes Nord-Sud. Tout ça pour signaler qu'il y a des opportunités, il y a des trafics d'opportunités auxquels le Maroc, les ports marocains peuvent prétendre en termes de transportement, notamment les conteneurs, les hydrocarbures et la croisière. Donc autour de ces éléments-là, de cette situation, une fois qu'il est analysé, le Maroc s'est donné une stratégie nationale portuaire autour d'une vision qui canalise, qui est censée canaliser et focaliser tous les efforts, qui est décrite à travers ces trois principales idées qui la constituent. Donc c'est doter le Maroc de ports performants qui sont des catalyseurs de la compétitivité pour son système économique. Des ports aussi qui sont moteurs du développement régional et aussi des ports qui participent et qui font bénéficier le pays d'une part du trafic qui se déroule à proximité des côtes marocaines. Autre élément important cette fois-ci en interne, qui ont été à la base de la méthodologie adoptée, c'est que l'approche a été prospective puisqu'il cible l'horizon 2030. D'ores et déjà, j'évacue la question qui ne m'est pas posée, pourquoi 2030 et pas 2040. C'est que les stratégies sectorielles dont a parlé mon ami Tazi, élaborées par les autres secteurs, ont tout retenu pratiquement cet horizon 30-35. Et comme les ports et les infrastructures portuaires sont au service des stratégies sectorielles, nous avons retenu cet horizon comme justement un horizon pertinent pour notre stratégie. Il adresse les trois types de trafic suivants. Donc les trafics d'opportunités dont je viens de parler. Il a adressé aussi le trafic actuel et sa croissance future. Et puis, il a adressé aussi les trafics induits, qui vont être induits par les stratégies sectorielles, le tourisme, l'énergie, etc. Donc ça, c'est le premier élément qui a été force fondatrice de la stratégie. Le deuxième principe, c'est que l'approche a été participative. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait la conception de la stratégie au sein du ministère tout seul, mais de concert avec la participation active de tous les gestionnaires de stratégies sectorielles, dont nous citons notamment et qui font recours aux services portuaires, l'OCP, l'ONE, l'ONICL, l'ONP, etc. et les opérateurs privés.
quels sont les principaux résultats de cette stratégie? On prévoit que le trafic qui est actuellement, donc je le rappelle, 100 millions de tonnes à peu près, serait à l'horizon 2030 de 300 millions de tonnes à peu près, entre 290 et 370. Et en fait, donc là je vous fais grâce des quelques détails puisqu'on a envisagé des hypothèses d'évolution basse, haute et moyenne. Mais en moyenne, c'est une évolution prévisible, donc un triplement du trafic à l'horizon 2030. Vous avez là les différents trafics tels qu'ils sont projetés. Donc voici la demande. S'agissant de l'offre, donc en fait on a une offre théorique de 240 millions de tonnes, les ports actuels. Seulement entre ce qui est théorique et ce qui est opérationnel, il y a une différence. Donc c'est déjà 200 millions de tonnes de différence. Et puis le réel, vu les contraintes de connectivité et autres, donc nous disposons réellement, et vu aussi les capacités qui sont différemment distribuées, que de 140 millions de tonnes qui peuvent être mobilisées au bénéfice des 300 millions attendus. Donc il fallait apporter l'écart. Donc pour apporter l'écart, il faut construire des infrastructures portuaires, mais tout en veillant à ce qu'il y ait une meilleure répartition de cette capacité additionnelle entre les différents ports du rail, pour assurer justement ce deuxième objectif de la stratégie nationale, qui est celle d'être le moteur du développement du pays. Et pour ce faire, donc le système portuaire national a été structuré autour de pôles portuaires à vocation plus ou moins homogène. Les 6 ports sont les suivants. Vous les voyez ici, les regroupements qui ont été effectués. Je vais y revenir, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, je vais essayer de gagner du temps. Le pôle de l'Oriental, le pôle du Nord-Ouest, le pôle du Kénitra Casablanca, le pôle Abdel Kuala, le pôle du Soustansif et le pôle portuaire du Sud. Donc il y a l'homogénéité bien sûr de la vocation, mais il y a aussi le fait qu'ils adressent le même interland pratiquement. Donc si on passe au pôle de l'Oriental, donc il concerne le port de Nador actuel et le futur projet de complexe portuaire de Nador-Ouest-Med. Vous avez la vocation en bas. Je vais tous les balayer, donc je vais essayer de faire vite. Donc le nord-ouest, lui, comprend le port de Tanger-Med, mais aussi le futur du port de Tangéville, qui est en cours de construction, j'y reviendrai aussi, pour zoomer un peu sur l'état d'avancement. Le port de Kénitra Casablanca, qui regroupe le port de Casa, de Mohamedia, le port de Kénitra ville, qui serait transformé, requalifié donc, au sein de la ville de Kénitra, et le futur port de Kénitra Atlantique. C'est passé à Abdel Kuala, c'est le port de Jof, le port de Safiville qui sera lui aussi requalifié, et le nouveau port de minéralier de Safi. Tansift, c'est le port d'Agadir et Sidifni, et les ports de pêche du sud, enfin les principaux ports de pêche et de commerce du sud, port de Tantan, l'Aïn Dakhla, nouveau port de Dakhla Atlantique, qui appartiennent au 6e pôle portuaire. Si on voit un peu les opérations qui avaient été identifiées, on peut les regrouper en 3 catégories. Donc les grandes extensions, donc les principales déclinaisons donc, des opérations de cette stratégie. Donc 5 grands nouveaux ports. C'est le port de Nador-Ouest-Med, le port de Kénitra Atlantique, nouveau port de Vraki Safi, le port gazier de Jof, le port de Dakhla Atlantique. Et pour les intégrations des ports dans leur environnement urbain, c'est Tangéville, Casablanca, Saviville et Kénitraville, et les grandes extensions donc, qui concernent essentiellement les ports de Mohamedia, Casablanca, Jof, Ousfat, où un appel à une augmentation de capacité est noté. Donc voilà pour ceux qui veulent situer un peu les principaux concernés par les extensions. Vous avez là sur la carte du Maroc. Pour les intégrations portuaires,
nouveau port. Alors cette stratégie coûterait quelque chose comme 60 milliards de dirhams à l'horizon 2030, milliards de dollars, ça dépend du taux de change, rien que les infrastructures portuaires, hein, sans tenir compte de ce qui va avec, de ce qui suivra. Vous voyez bien que c'est un effort d'investissement énorme qui dépasse donc la capacité du budget de l'État. D'où le recours donc aux différentes sources de financement, budget de l'État bien sûr, contribution des agences portuaires, on en a deux, donc l'agence portuaire et TMSA, et puis bien sûr il sera fait recours au partenariat public-privé. Alors l'état d'avancement, où est-ce que nous en sommes? Je vais essayer de vous présenter selon la source de financement. Alors pour ce qui concerne les opérations donc prises en charge par le budget de l'État, donc nous avons le nouveau port de Bouches d'Or, donc vous avez là le projet, l'état d'avancement et le coût du projet. Donc je me contenterai de citer le projet et puis une mention à l'état d'avancement. L'extension du port de Dakhla, travaux terminés. L'extension du port de Tafaya, les travaux sont en cours. Ils ont dépassé à ce jour donc 65%. Toujours le budget de l'État, donc le nouveau port minéralier de Safi, les travaux donc, sont en cours. Donc la phase d'installation est terminée, nous sommes en train de construire les ouvrages de protection. L'extension du port de Jebha, l'appel d'offres, vient d'être adjugé. Donc cette présentation a été faite et l'adjudication a eu lieu un peu plus tard. Nouveau port de pêche de Miriz, donc les études géotechniques sont en cours et les travaux sont prévus de démarrer en 2015. S'agissant des opérations prises en charge par les agences portuaires, donc il y a le port de Tongémet de 2, première phase, les travaux sont en cours, presque achevés. L'extension du terminal nord du port d'Agadir, les travaux sont en cours, 45%. L'extension du terminal à conteneurs d'Agadir, travaux en cours. Le nouveau terminal de croisière au port de Casablanca, l'appel d'offres, est en cours de lancement. Nouveau port de pêche de Casablanca, appel d'offres en cours. Extension du port de Saouira, appel d'offres en cours. Et construction du nouveau port de pêche de Dalia, les travaux sont en cours. Alors, pris en charge par les sociétés dédiées, parce qu'il y a un autre opérateur institutionnel qui réalise les ports. Donc, la reconversion du port de Tongéville, les travaux sont en cours, ils sont au niveau de 85%, c'est à côté si vous voulez les visiter. Nouveau port de Nord-Ouest-Med, les travaux sont prévus de démarrer en 2015. Alors, pour les projets qui sont ouverts au PPP, il y a le terminal TC3 du port de Casablanca, les travaux sont en cours. L'extension du port de Jorf-Lesfar, les travaux sont en cours. Le terminal nord du port d'Agadir, l'appel à manifestation d'intérêt est en cours de lancement. Le quai pétrolier numéro 9 du port de Jorf-Lesfar, l'appel à manifestation d'intérêt en cours. Terminal TC4 au port de Tongémet, concession donc attribuée, mais les travaux sont en cours, n'ont pas encore démarré, donc ils vont être bientôt. Puis, il y a les projets qui sont en phase d'étude, je les partage avec vous. Le port de Kénitra Atlantique, l'étude d'avant-projet détaillée, donc c'est la phase terminale technique qui est entamée. Le port gazier de Jorf, donc les études techniques sont en cours de finalisation. Le port de Dakhla Atlantique, donc l'étude de la faisabilité technique, il est en cours. La requalification du port fluvial de Kénitra, étude en cours. Requalification du port de Safiville, étude en cours. C'est la même chose pour l'extension du port de Mohamedia. Et puis l'extension du port d'Agadir aussi, pour la croisière. Donc voici l'état d'avancement. Et vous constatez avec moi que soit ils sont réalisés, soit ils sont en cours de phase d'adjudication, soit les études en cours. En un mot, donc l'ensemble des opérations sont pratiquement rentrées dans leur phase de réalisation, soit à travers la phase amont qui est l'étude, soit en phase avancée l'adjudication ou la phase finale qui est la réalisation. Donc voilà ce que j'ai à dire pour la stratégie nationale portuaire. Concernant la valorisation du domaine public maritime, juste signaler, donc tout à l'heure j'avais dit ces trois façades, donc j'ai intégré
le détroit avec la Méditerranée, donc il y a les façades du détroit avec 580 km, la façade atlantique avec 2820 km, donc à peu près 3500 km de côte. Les principaux chantiers qui sont ouverts pour valoriser le domaine public maritime, en fait, nous ciblons deux types de valorisation. La valorisation donc, du foncier qui est géré par l'État, le domaine public maritime, et la valorisation des potentiels qui recèlent en fait ce domaine public maritime, qui, je le rappelle, si on intègre donc, les eaux territoriales, donc avoisinerait quelque chose comme 1 million de kilomètres carrés, ce qui fait dire à certains que le Maroc maritime est beaucoup plus vaste que le Maroc continental. Alors, parmi les chantiers donc, qui adressent donc, le domaine public, qui est géré directement par le ministère de l'Équipement, de Transport et de la Logistique. Donc les principaux chantiers, c'est le balisage des plages. Le Maroc dispose d'un nombre très important de plages qui sont fréquentées par les estivants nationaux et étrangers annuellement. Donc nous ajoutons donc, le nombre de plages qui bénéficient d'un balisage. En fait, de quoi s'agit-il? Il s'agit de séparer l'espace qui est dédié donc, au sport nautique, donc motorisé, et ne pas exposer un peu les baigneurs au danger d'accident avec les machines. Donc délimitation de la zone dédiée à la baignade et à l'exercice des sports nautiques, avec bien sûr la réservation d'un chenal d'accès terre-mer pour les engins nautiques. 49 plages sont balisées. Deuxième produit, donc au profit de la valorisation du domaine public, géré directement par le ministère, c'est la dotation des plages, de plans d'utilisation et de gestion des plages. Donc il s'agit donc de doter ces plages-là donc de plans pour essayer de répartir toutes les activités dont ont besoin les estivants et marquer les accès. Je vais essayer de faire vite. Ok, donc j'ai presque terminé. Donc 26 plages disposent déjà d'un plan d'utilisation et de gestion de plages. Autre produit de marque, celui-là, c'est le suivi de la qualité des eaux de baignade. Et puis, il y a 2 ou 3 années, le suivi aussi de la qualité des sables des plages. Donc c'est une action qui a été démarrée depuis déjà le siècle dernier. C'est-à-dire il y a 2 décennies à peu près. C'est pas un siècle. Donc vous voyez bien l'évolution du nombre de plages dont on assure le suivi de la qualité des eaux de baignade. Et puis on y a intégré également le suivi. Donc voici les chantiers phares un peu de la valorisation du domaine public géré directement. Alors autre chose, pour les potentiels dont dispose, dont recèle le domaine public maritime, nous avons lancé une étude stratégique qui vise à élaborer le schéma directeur de valorisation des potentiels situés, soit en mer, soit sur le continent, mais toujours dans le domaine public maritime. Donc voilà, je vais essayer de faire vite. Donc les objectifs, c'est clair. Alors les principaux potentiels appréciés sont les suivants. Donc les potentiels balnéaires, touristiques, nautiques, aquacoles, écologiques, énergétiques, etc. Voilà, et j'arrive à la conclusion. Cette étude aussi sera conduite selon la même démarche, la démarche participative, tout à fait normale, avec tous les départements qui ont en charge la valorisation de ces potentiels. Pour conclure, donc je vous projette 2 photos, en fait, c'est pour les commenter. Déjà, la première, c'est celle du Cap Spartel que nous célébrons cette année, et en parallèle, avec la journée parallèle, donc le 150e anniversaire, c'est pas la peine que j'y revienne. Sauf que je vous demande de participer à la visite qui organise demain, justement, à ce doyen des phares du Maroc. Deuxième photo, c'est la photo de la grotte d'Hercule. Certains y voient la configuration géométrique de la grotte, donc la carte de l'Afrique inversée, certes, mais si on voit de l'autre côté, c'est la carte de l'Afrique. En fait, certains y voient qu'il s'agit bel et bien d'une destinée du Maroc d'être la porte donc, de ce continent. Je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition si vous avez des questions. Je me rends compte de la difficulté de ma tâche parce que c'est très difficile de demander à un intervenant de pouvoir évidemment arrêter sa communication. Mais nous sommes obligés parce qu'il faudrait quand même que l'assistance qui écoute puisse poser des questions et profiter de la présence des intervenants pour pouvoir avoir une réponse aux questions qu'ils pensent
posée. Alors, très brièvement, en un mot, j'ai retenu simplement de votre exposé une véritable stratégie de développement départ. Elle est en place, elle est en cours. Elle est basée essentiellement sur la création de pôles régionaux, pôles qui évidemment intègrent toute la région, évidemment, basée aussi sur l'état des lieux, n'est-ce pas, et la mise en œuvre d'une stratégie portuaire, donc un état des lieux que vous avez fait, et une valorisation du domaine public de la mer. Je pense que nous avons là les grands axes de votre contribution. Je donne la parole tout de suite à Monsieur Berzaghi. Monsieur Berzaghi est directeur de la marine marchande et il va nous parler, nous entretenir de l'étude stratégique sur le secteur du transport maritime et le développement du pavillon national. Je vous donne la parole. J'espère que vous allez rester. Il n'y a pas besoin de vous envoyer la petite feuille pour vous rappeler. Merci. Il m'appartient de partager avec vous une étude qui est actuellement en cours d'exécution, lancée par le ministère de l'Équipement, du Transport et de la Logistique pour définir une stratégie en vue de développement du secteur du transport maritime national et le développement du pavillon national. Donc, de par sa position stratégique, le Maroc, comme ça a été rappelé, se trouve à la croisée des routes maritimes. Il a plus de 95% de son commerce extérieur est transporté par voie maritime. Donc en tant que pays qui a des obligations, aussi bien au niveau de la protection des côtes, pour pouvoir défendre ses intérêts maritimes et avoir une certaine maîtrise sur l'outil de transport pour acheminer ses exportations et ses importations. Donc il nous appartient de définir cette stratégie qui vise à sécuriser notre commerce externe. Et vous avez en face de vous un certain nombre d'indicateurs qui vous démontrent l'importance de ce secteur dans l'économie nationale. Cette étude a été entamée par une première phase et elle a consisté en l'analyse des tendances et du cadre opérationnel du pavillon national et a relevé le dysfonctionnement majeur et des facteurs de non-compétitivité qui peuvent être résumés comme suit. Donc, nous avons une législation éparse et peu flexible pour inciter le développement national. Il avait constaté que la dimension de la flotte est une flotte confinée dans le cabotage, principalement des produits pétroliers et des conteneurs. Et il faut rappeler que il y a plus de 10 ans, dans les années 80, le pavillon national avait plus de 66 navires marchands, sans parler des navires de servitude et des navires de pêche. Mais depuis, malheureusement, le pavillon national a enregistré un déclin, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons à peine deux navires pétroliers qui assurent le cabotage national et quelques navires ferries pour assurer le transport de passagers entre la rive sud de la Méditerranée et la rive nord. Nous avons un régime malheureusement fiscal peu favorable au développement du pavillon national et une offre de service à la flotte en matière de maintenance qui est insuffisante et non compétitive. L'étude a aussi décelé une organisation de travail qui implique, à bord des navires, qui implique des surcoûts
par rapport à la concurrence, de même qu'il a identifié que le financement est peu accessible aux opérateurs qui sont intéressés dans le secteur maritime de l'achat de navires, d'autant plus que le passage obligé pour assurer la flotte sur le marché national, ce qui prive les compagnies de bénéficier de conditions plus compétitives du marché international. Donc, il s'agit de principales conclusions de la première phase de l'étude. Actuellement, nous sommes dans la deuxième phase de cette étude. Et donc, vous avez en face un slide qui vous démontre l'importance de la stratégie du transport maritime qu'il y avait de mettre en place et qui se trouve entre les deux stratégies qui ont été présentées auparavant, à savoir la stratégie logistique et la stratégie portuaire. Et la grande question que l'on se pose après c'est quel transport maritime nous voulons pour le marché. Donc, comme je l'ai dit, cette étude est en phase 2. Donc, cette mission a pour objectif la définition de la vision du président à l'axe du pouvoir public pour le développement du secteur maritime en tenant compte des opportunités, des menaces, des forces et des faiblesses. Donc, cette réflexion a amené la réponse à la question, quel transport pour le Maroc? Donc, pour le moment, nous avons une proposition de vision, c'est que le Maroc disposera d'un transport maritime moderne et performant au service du développement économique du royaume, soutenu par les métiers maritimes nationaux et s'appuyant sur un savoir-faire maritime de référence au niveau régional. C'est-à-dire que le Maroc devra développer une industrie de transport maritime fiable qui permettra d'améliorer la compétitivité de l'économie nationale et d'accompagner les besoins du commerce extérieur en encourageant la maîtrise des flux de transport par la compétitivité et le savoir-faire des acteurs nationaux. Cette nouvelle stratégie devrait être centrée sur la maîtrise des métiers et du savoir-faire maritime, et ne pas trop se focaliser sur la possession de l'outil. D'autant plus que par le passé, les performances étaient évaluées sur la base des nombres d'immatriculation des navires sur pavillon. Et ça n'a pas empêché le déclin de la flotte lorsque les conditions de marché sont devenues très faibles. À valeur aujourd'hui, l'étude a permis d'identifier 4 objectifs stratégiques. Le premier, c'est de garantir des lignes maritimes compétitives en termes de taux de fret et de fiabilité et d'une offre suffisante dans le secteur de vrac. On rappelle ce que le Maroc, comme vous le savez, est le premier pays exportateur de phosphate. Et alors aujourd'hui, nous n'avons aucun navire vraquier sur pavillon national. Alors que dans les années 80, le Maroc avait 6 navires vraquiers qui assuraient le transport de ses exportations, sans oublier les navires chimiques qui assuraient également le transport des produits dérivés qui étaient produits à partir de phosphate, et notamment la sulfure. Le Maroc, en l'espace de quelques années, est passé de rang 86 sur l'indice de connectivité au 19e rang. Donc nous devrons rester sur cette lancée en matière d'avancement dans la connectivité. L'objectif 2, c'est de contrôler les décisions relatives à l'ensemble de la chaîne de transport maritime. C'est-à-dire qu'il faut développer une solution nationale de freight forwarding pour augmenter les importations en FOB et les exportations en coût de fret, ce qui ne manquera pas d'impacter positivement la balance des pays. L'objectif 3, c'est de développer et consolider les acteurs dans le secteur ainsi que les activités connexes pour garantir la sécurisation des flux stratégiques et de positionner le Maroc comme véritable plateforme qui catalysera le commerce régional. Le quatrième objectif est de promouvoir les emplois maritimes et le développement d'un savoir-faire qui est de récap. Les axes stratégiques qui sont en cours d'examen et de formulation, cette formulation est basée aussi bien sur l'analyse des dysfonctionnements diagnostiqués que sur le benchmark international. Donc, nous avons un axe de progrès qui consiste
consiste en les mesures qu'il convient de mettre en place a priori, indépendamment de son stratégie reçue. Les trois axes stratégiques identifiés jusqu'à présent sont au nombre de 3. Le quatrième est en cours d'étude et de finalisation. Alors, le premier, c'est l'amélioration de la visibilité externe du pavillon marocain. L'objectif est de rendre attractif le pavillon marocain dans l'optique de catalyser en premier lieu le développement des métiers maritimes nationaux et puis de promouvoir l'emploi. Le deuxième, c'est le contrôle du transport maritime associé au flux stratégique. Cet axe consiste à promouvoir une politique pour sécuriser les flux stratégiques, tels que les produits énergétiques, le phosphate, les dérivés, les céréales, etc. Troisième axe, c'est le renforcement du marché intérieur marocain. Il s'agit de tirer profit de la position stratégique du pays pour promouvoir un cluster maritime national en favorisant le développement des activités maritimes avec un impact direct sur l'amélioration de la maîtrise des métiers, la création d'emplois et l'acquisition d'un savoir-faire maritime. Donc, pour chacun de ces axes stratégiques, différentes variantes seront examinées pour l'option de choix. Pour le choix d'une option, pardon. Donc, le possible scénario d'action publique, nous avons 3 scénarios pour l'État. Pour la dynamisation du secteur, ils sont possibles. La mise en place d'urgence d'accompagnement, la dynamisation du secteur avec la participation accrue de l'État, la promotion du secteur en partenariat avec les entreprises privées, les axes de progrès, donc il s'agit de mesures inscrites relevant de l'axe de progrès qui sont regroupées en 4 domaines, à savoir capacité institutionnelle, il s'agit de la gouvernance et des aspects légaux, l'économie maritime, il s'agit de la stimulation de la compétitivité. Le troisième axe, c'est la compétence par le renforcement et l'amélioration de la formation. Et le quatrième, c'est l'infrastructure. Donc il s'agit de poursuivre à améliorer les infrastructures et les opérations de services portuaires. L'axe stratégique numéro 1, amélioration de la visibilité externe du pavillon national. Donc, les expériences internationales pour adresser cette question sont nombreuses. 2 points de vue sont à prendre en considération. Premièrement, le navire a besoin d'une identification à des fins juridiques. Donc, celle-ci est obtenue par l'immatriculation sur un registre tenu par une administration d'un pavillon. Le deuxième, c'est le choix du registre des armateurs qui optent de plus en plus pour celui qui leur offre la possibilité de réduire au maximum leur coût opérationnel afin qu'ils puissent dégager des marges lorsque les conditions du marché sont favorables. Donc, les variantes à considérer sont soit conserver le registre tel qu'il est actuellement, soit un registre délégué, soit la création d'un registre IS, c'est-à-dire un registre international. Cette option implique le remplacement du registre national par un registre cette option est choisie par certains pays pour pallier aux contraintes budgétaires et générer des recettes. Les tâches d'immatriculation sont déléguées à une entité publique, à une entité privée internationale qui fait le marketing du registre et assure des services de qualité. L'axe stratégique 2 est c'est la création d'une compagnie maritime publique qui soit propriétaire de navires. Cette option impliquerait que les navires soient conçus et adaptés aux besoins spécifiques du commerce extérieur. L'axe stratégique 3, il s'agit de promouvoir un cluster maritime national autour des ports nationaux. Et je termine par le dernier slide. Donc, comme ça a été dit, c'est la création d'un cluster maritime autour d'un cluster maritime autour des activités portuaires par le renforcement du cabotage, le trafic short sea shipping, pour le conteneur, le ro-ro
et le conventionnel, la connectivité régionale, le bunkering, l'emploi, le tissu logistique à renforcer par la mise en place de 4-7 et le savoir. Ce qui m'amène à la fin de ma présentation par laquelle j'ai essayé de maintenir un petit peu l'état d'avancement du budget. Il s'agit beaucoup plus de présenter un partage d'informations concernant l'étude qui est actuellement en cours en vue de terminer l'édifice qui est actuellement en cours d'élaboration par le ministère de l'Équipement et du Transport et de la Logistique, par la stratégie de la logistique, la stratégie portuaire, et le reste à définir la stratégie, bien sûr, maritime, en vue d'assurer cette continuité dans la navigation. Et merci de votre attention. Il reste un 5e intervenant. Il s'agit de M. Ktiri qui vient d'arriver, je crois. Non, vous étiez là, d'accord. Désolé. Donc je laisse Mustafa vous présenter. Et je vous demanderai, en tant que président, d'être très bref, s'il vous plaît, parce qu'on n'a plus, le temps de pouvoir laisser une place quand même pour les questions de l'assistant. Le temps que vous installiez votre clé, je vais vous introduire. Et de ce qu'a dit Semelzaki, on comprend bien qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience réelle quant à l'impératif de disposer d'une flotte, qu'elle soit dédiée au transport des personnes, puisque nous transportons chaque année dans le détroit de Gibraltar environ 2,5 millions de passagers, ce qui est exceptionnel. Et avec les marchandises qui vont avec, nous avons vécu récemment une situation de crise pendant la fin du mois d'août qui est important de ne pas renouveler. Et puis le deuxième aspect, c'est qu'il y a 98% des exportations qui sont assurées par des navires internationaux. Alors bien entendu, ce sont des coûts bas, puisque le fait d'affréter coûte moins cher, mais il y a lieu de considérer les choses sur le plan aussi et sécuritaire et stratégique. Alors, on ne pouvait pas terminer cette discussion sans évoquer un secteur important qui fait l'objet d'accords importants avec l'Union européenne notamment, qui est le secteur de la pêche maritime. Et la parole sera donnée à M. Tofek Ktiri, qui est directeur de la pêche maritime et de l'aquaculture, pour nous exposer son plan de développement. Donc je sais qu'il saura être bref pour que nous puissions juste après passer à une pause café et ensuite reprendre nos travaux. Je vous remercie. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا وقبل البدء في العرض اود ان اتقدم بجزيل الشكر لكل المنظمين لهذا اليوم العالمي والانشطه الموازيه، وكذلك الشكر لتمكين وزاره الفلاحه وقطاع الصيد البحري من تقديم استراتيجيه الوتيس لنهوض قطاع الصيد البحري واهم الانجازات الحاليه. Donc ma présentation sera faite en français. Comme vous le savez, la stratégie de la pêche maritime a été adoptée en 2010. Elle a bénéficié d'une haute impulsion royale depuis sa validation. Si après je vais vous présenter brièvement quelques chiffres de quelques chiffres qui concernent le secteur de la pêche maritime. Comme vous le savez, nous avons une flotte active qui comporte environ 16 000 barques, 1700 navires côtiers et environ 300 navires hauturiers. Et je voudrais aussi informer l'honorable et l'éminent professeur Baïj Simo qu'actuellement nous avons recensé une quarantaine de shubak à Al-Jubha. Donc ils sont toujours actifs dans la pêcherie de la sardine. Voilà. Donc ensuite nous avons des indicateurs chiffrés qui portent sur les indicateurs de croissance. Le volume des débarquements a atteint en 2013 environ 1 250 000 tonnes. Et avec une croissance de 6% par rapport à l'année 2012. En termes de valeur, nous avons enregistré un top d'environ 1 million de dollars US en termes de production, en termes de valeur marchande de la production halieutique nationale. Les captures, comme vous le voyez, sont ventilées par une prédominance ou une dominance à environ 56% des débarquements totaux par la sardine, qui est suivi du maquereau. Ensuite vient le poulpe, les crevettes, et plutôt la sèche ainsi que les crevettes. Vous savez que les poissons pélagiques représentent environ
dans leur globalité, l'anchois, la sardine, le maquereau et le chinchard représentent environ 80% des valeurs débarquées, avec une valeur marchande d'environ 20%. Et ce qui n'est pas le cas pour les céphalopodes qui bénéficient sur le marché international d'une très haute valeur commerciale. Par la suite, nous avons les indicateurs clés du secteur industriel. Nous avons la congélation qui vient en tête de l'industrie de transformation du poisson, suivi par le frais, ensuite la farine, les conserves et les semi-conserves. Brièvement, la stratégie Alutis se décline comme suit. Elle tourne autour de 3 axes. L'axe durabilité, l'axe performance et l'axe compétitivité. Donc la durabilité, ça tourne autour de 2 principaux objectifs idéaux. Le premier, c'est la protection et la pérennisation des ressources halieutiques. Et le second axe le second point de cet axe, c'est la responsabilisation de tous les opérateurs et intervenants du secteur. L'axe performance, c'est avant tout assurer des conditions optimales de qualité dans le traitement des produits de la mer. Vous savez très bien que ce soit le consommateur national ou international ou étranger, la qualité est un indicateur phare du recours aux produits de la mer. Donc c'est pour ça que cette stratégie va permettre d'assurer et de mettre en place des mécanismes de vente sur tous les marchés de poissons. Et en troisième lieu, pour l'axe compétitivité, donc la stratégie veut garantir la disponibilité et la régularité de la matière première. Alors, pour atteindre ces 3 principaux axes, nous avons décliné la stratégie en 16 projets. Donc, ces 16 projets sont illustrés devant vous. Cela va de la formation à la recherche scientifique, la labellisation et la promotion des produits halieutiques. Vous avez bien pu suivre les campagnes médiatiques sur Cosméladie et comment améliorer la consommation du poisson au niveau domestique. C'est la mise en place aussi d'un système de qualité normatif, des contenants normalisés, la gestion des ports et des marchés de gros, ainsi que pour l'axe durabilité, nous avons mis en place un certain nombre de projets, notamment l'aménagement des pêcheries, la mise en place des structures et des projets d'accompagnement comme IBHA et une batterie de mesures qui bénéficient d'un soutien public. Voilà, donc brièvement, les objectifs clés de la stratégie Alutis à l'horizon 2020. Donc c'est atteindre 90% de pêcheries nationales aménagées. Au terme de l'année 2014, Inch'Allah, nous allons atteindre environ 85%. Donc nous pouvons dire dès à présent que nous sommes bien en avance par rapport aux indicateurs, aux objectifs que nous sommes fixés pour l'année 2020. Donc 85% des pêcheries nationales à fin 2014 seront aménagées. Poids de l'informel. Vous savez très bien que ce poids constitue environ 30% des captures de poissons. Donc quand on parle d'informel, c'est-à-dire le poisson qui n'est pas débarqué ou qui ne transite pas dans des structures officielles, c'est-à-dire au niveau des ports de pêche pour être commercialisé via les halos poissons. Comme indicateur socio-économique, nous avons pour objectif de créer environ 105 000 emplois en plus d'ici 2020, c'est-à-dire multiplier par 2 le nombre d'emplois créés depuis 2010 à 2020. Les emplois indirects, ils sont actuellement de 2,5 millions d'emplois, donc nous projetons de les porter à l'horizon 2020 à 3 millions d'emplois. La consommation du poisson, c'est l'objectif aussi de cette stratégie, et je sais que les Marocains sont friands de poisson, c'est effectivement de pouvoir augmenter la consommation à environ 16 kg par capita, c'est-à-dire 16 kg par personne et par an. En termes de PIB, vous savez très bien qu'actuellement, la pêche et l'aquaculture représentent dans les 2,5% de la structure du PIB national. Nous souhaitons aussi tenter d'accroître ce niveau. En termes de production halieutique, comme je l'ai signalé tout à l'heure, nous sommes à environ 1 million de tonnes de produits débarqués et l'objectif à l'horizon 2020, c'est d'atteindre environ 1,6 million de tonnes. Autre point culminant de cette stratégie, c'est la production aquacole. Nous avons une très faible production aquacole malgré la disponibilité de sites. Donc c'est pourquoi les pouvoirs publics ont créé une nouvelle agence qui est l'Agence nationale de développement de l'aquaculture. Il y a pour objectif d'accompagner les investisseurs pour permettre à notre pays d'atteindre un niveau de 200 000 tonnes de produits aquacoles d'ici 2020. Alors, rapidement, comme je l'ai signalé, les principaux projets qui touchent la ressource, c'est-à-dire le poisson,
ce sont les plans d'aménagement des pêcheries. Donc qu'est-ce que c'est qu'un plan d'aménagement des pêcheries? C'est-à-dire que c'est un plan qui englobe une batterie de mesures et qui fixe les conditions d'exploitation de cette ressource. Donc on fixe le nombre de bateaux qui sont autorisés à pêcher, quand est-ce qu'ils sont autorisés à le faire, où est-ce qu'ils peuvent le faire, quand est-ce qu'ils doivent s'arrêter, quels sont les quotas de pêche, l'effort de la capacité, le temps de pêche, etc. Donc c'est un système qui a pour objectif de pérenniser l'exploitation de nos ressources halieutiques. Alors, comme autre projet, nous avons le plan national d'aménagement du littoral. Donc qu'est-ce que c'est que le plan d'aménagement du littoral? C'est une idée qui est l'émanation d'un certain nombre d'acteurs stratégiques dans le secteur de la pêche maritime et aussi les autres départements publics. C'est la construction de sites de pêche où sont regroupés les pêcheurs le long des côtes marocaines. Donc cela va permettre, premièrement, de consolider l'information. Nous allons pouvoir avoir l'information de ce qui sort de la mer. Deuxièmement, nous allons pouvoir contrôler les activités de pêche pour voir et nous assurer que ce que nous mettons en œuvre comme stratégie d'aménagement est bien respecté. Et ensuite, c'est de permettre la facilitation des opérateurs pour commercialiser leurs produits dans de bonnes conditions. Actuellement, nous avons 43 sites aménagés le long du littoral et l'objectif est de créer des sites toutes les 55 km. Donc on parle de sites, c'est des points de débarquement aménagés et les villages de pêcheurs. La différence entre un point de débarquement aménagé et un village de pêcheurs, c'est, il me reste une minute, oui, c'est la présence d'une digue. Donc un VDP est doté d'une digue, un PDA ne l'est pas. Voilà donc quelques images des réalisations. Donc c'est des villages de pêcheurs. Voilà, donc aussi, dans l'esprit d'assurer une disponibilité du poisson et un produit de haute qualité, l'Office national des pêches a mis en place un important programme ambitieux qui est de doter toutes les halles de poissons, tous les ports de pêche de halles de poissons nouvelle génération. Donc les marchés de gros, vous avez pu le constater aussi, donc la création des marchés de gros à Meknès, à Beni Mellal, à Marrakech, ainsi de suite. Alors voilà, la clé de tout succès, c'est le contrôle. Et je peux vous dire que nous devons être fiers de notre système de contrôle. Nous avons le système de contrôle de la pêche le plus performant. Alors sur les 57 pays identifiés par l'Union européenne depuis l'année 2012, le Maroc a été classé numéro 1 parmi tous les pays importateurs ou exportateurs de produits vers l'Union européenne. Donc c'est un système qui a pour objectif la dématérialisation et le zéro papier. Donc l'aquaculture, comme j'ai signé tout à l'heure, c'est pour atteindre l'objectif de 200 000 tonnes et pallier au déficit futur de poissons d'origine naturelle. Voilà, Monsieur le Président, j'espère que j'ai respecté mon timing. Merci beaucoup. Alors, si vous voulez bien, avant la pause, je vous suggère de faire de poser quelques questions, à moins que vous préférez faire la pause d'abord et revenir poser des questions dans la salle. On fait la pause, ou vous préférez poser des questions aux intervenants pendant qu'ils sont là? Pas de réponse. Au milieu, très bien. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tout le monde. Je remercie l'ensemble des intervenants. On a parlé de la vocation maritime indéniable du Maroc. Il n'y a aucun doute. Et la fresque que Madame nous a présentée est là pour témoigner de cette vocation. Je me réfère, pour ajouter un petit grain de sel à son exposé, référez-vous au XVIIIe siècle, le règne de Sidi Mohamed ibn Abdallah. Si l'OMI a une cinquantaine de conventions internationales qu'elle a confectionnées depuis son existence, à l'époque de Sidi Mohamed ibn Abdallah, 1757-1790, il a conclu une cinquantaine d'accords internationaux de commerce maritime et d'amitié. Et il a créé un port de toutes pièces, c'est celui